Deux équipes au début de saison diamétralement opposées, City qui est un petit peu en galère et Arsenal qui fait un bon début de saison. Contrairement à son adversaire du week-end, comme vous l'aurez certainement compris, on va parler de l'affiche entre Manchester City et Arsenal comptant pour la 5e journée de Premier League. Salut à tous et bienvenue dans le temps additionnel. Aujourd'hui avec moi pour parler de cette affiche, j'ai l'honneur d'accueillir un supporter d'Arsenal et qui fait partie de la team Arsenal France. C'est Noé, salut à toi Noé. Salut, merci de nous accueillir sur ton émission. Eh ben, c'est avec plaisir. On a déjà reçu Loïc la saison dernière qui était passé dans le temps additionnel pour nous parler d'un des matchs d'Arsenal. Et c'est un plaisir de te recevoir aussi, Noé, pour cette nouvelle saison qui a plutôt bien débuté, mine de rien, pour ton équipe, puisque à l'heure où on parle, Arsenal est 4e de Première Ligue à 3 points seulement du leader Everton. Alors après 4 journées seulement, certes, mais Arsenal n'avait peut-être pas fait un début de saison aussi bon depuis quelques années. Pour parler un petit peu du début de saison d'Arsenal, comment tu le sens, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en ce début de saison avec Arteta ou alors c'est la continuité de ce qui s'était déjà passé depuis le restart? Alors, on continue à faire des pas en avant, un à la fois. On sait que c'est un processus, on sait qu'on n'est pas encore là où on voudrait être, mais on sait que ça va bien à ce niveau-là, que le coach, l'équipe lui fait confiance, la bonne humeur règne, et les résultats, logiquement, ils commencent un peu à s'accumuler. Alors, comment tu peux expliquer qu'une équipe comme vous, qui a été quand même pas mal décriée la saison dernière et certainement à juste titre, fait un bien meilleur début de saison qu'une équipe comme City qui est rodée, qui sort d'une campagne européenne, bon certes ratée puisqu'ils finissent quart de finaliste de Ligue des Champions, mais qui sortent sur une saison de Première Ligue deuxième avec quelques regrets quand même, mais qui reste néanmoins supérieure à celle des Gunners. Comment t'expliques cette méforme, toi, des Citizens, contrairement à votre bonne forme actuelle? C'est quoi, selon toi, qui fait la différence entre les deux équipes actuellement? C'est rare pour une équipe dans le football de performer pendant plusieurs années consécutivement. Généralement, il y a des baisses de forme, des joueurs qui sont un peu à bout de souffle, qui veulent un nouveau départ. Je pense que City est encore une machine à gagner, très clairement. Leurs résultats, ils indiquent peut-être pas forcément leur performance. Je pense qu'il y a les défenses centrales, notamment, qui va bien s'améliorer avec leurs nouvelles recrues. Ouais. Mais bon, ce qu'on peut voir surtout ce début de saison, c'est que les résultats ils sont chaotiques et assez improbables. Je pense pas qu'on puisse tirer beaucoup de conclusions. Alors en effet, ouais, pour le moment, bon après ils ont un match de retard. City aussi, faut le prendre en compte. Mais il y a quand même, je pense, des améliorations dans le jeu à avoir. Surtout sur les résultats, on a vu bon certes un très bon Leeds face à City, mais on attend beaucoup plus, je pense, de cette équipe. Toi, dans quelle mesure tu redoutes cette rencontre? Parce que je sais que pour Arsenal, cette rencontre, elle est toujours un peu particulière parce que ces dernières saisons, elle vous a pas forcément souri. Mais comment tu l'abordes cette rencontre en tant que supporter des Gunners? Est-ce que tu vois cette rencontre sous un autre œil que ça a pu l'être sur d'autres saisons? Pour commencer, je dirais que c'est pas le résultat qui va tuer notre saison, ni rien du tout. Si on perd, très clairement, on va pas en tirer de grandes conclusions sur l'équipe, sur le manager. Mais je dirais qu'on a quand même un peu plus d'optimisme qu'on a pu l'avoir au cours des dernières saisons, notamment grâce aux superbes résultats en FA Cup, notamment grâce à la capacité qu'a Arteta de complètement contrer les adversaires et de vraiment sublimer les points forts qu'on a dans l'équipe. Donc je dirais que j'y vais avec un petit peu une petite inquiétude dans la bouche, mais pas non plus de la nervosité comme j'ai pu l'avoir à l'époque. Je pense pas qu'on va se prendre un 6-0 ou un 5-2 comme on aurait pu le faire à l'époque. Si tu pouvais analyser toi de ton côté, moi je sais que côté Arsenal cette saison, en ce début de saison, le joueur qui vraiment m'impressionne, c'est Aubameyang, parce que je trouve que depuis l'annonce de sa prolongation, il est vraiment impressionnant. Si tu avais un joueur à sortir du lot côté Arsenal, toi ça serait qui pour toi, Noé? Moi personnellement, ça serait Bellerin. Je pense qu'il est dans un retour en forme qu'on n'attendait pas forcément après sa longue blessure. C'est vrai. Je pense qu'il fait vraiment énormément de bien à notre jeu. Il est un petit peu comme les dernières années de Wenger à s'occuper du couloir droit tout seul. Mais là, il a vraiment retrouvé son moteur, il a retrouvé sa créativité, sa capacité de dribble. Il ouvre beaucoup l'espace. Et avec un PP qui pourrait revenir en forme, ça pourrait vraiment donner une association fantastique. Alors, cet effectif des Gunners, on a l'impression qu'il est en pleine amélioration depuis l'arrivée d'Arteta.
ça va vraiment être un duel en plus intéressant de tacticiens entre Arteta et Guardiola. On rappelle qu'Arteta était l'adjoint de Guardiola à City et qu'il a pris un petit peu sous son aile et qu'il est peut-être l'entraîneur qu'il est aujourd'hui grâce à Pep. À ton avis, toi, en quoi ça va être un grand match d'entraîneur? Parce que je pense que ça va être un grand match tactique, mais est-ce que tu le vois que de cet œil-là, toi aussi? Est-ce que ça va être un match tactique ou c'est vraiment les joueurs, les individualités qui vont parler lors de ce match samedi? Guardiola en a gagné un, Arteta en a gagné un, donc c'est un petit peu le match qui va déterminer l'issue du premier round des duels. C'est un peu compliqué de juger vraiment à quel point la tactique va être importante face à l'individualité. Je pense que Arteta va se mettre en 3-4-3 dans le 3-4-3 qu'il adore beaucoup en ce moment et essayer de vraiment fermer les espaces pour éviter de créer des occasions, enfin de prendre des occasions. Je pense que l'individualité forcément va être mise en avant par ce système de Arteta, car ça va être la concentration d'un David Luiz, la capacité de relance d'un Xhaka et la capacité de finition d'un Aubameyang qui vont déterminer le résultat finalement. En tout cas, si on va avoir une chance de bien réussir ce match, ce sera ça. Si justement, voilà, je t'ai entendu parler de David Luiz, et c'est justement une question qui m'est venue, qui va être un peu opposée à ce que je t'ai demandé tout à l'heure par rapport aux joueurs qui t'impressionnent le plus. Malgré son expérience et tout ce qu'il a pu remporter au cours de sa carrière, il dessert pas mal le jeu, notamment défensivement, puisque c'est là qu'on l'attend de toute façon. Le jeu d'Arsenal, est-ce que toi tu trouves que les critiques envers l'international brésilien sont justifiées, ou alors est-ce que vraiment il y a une erreur de casting pour lui et vous auriez dû trouver mieux que lui? Je pense qu'on a trouvé mieux que lui en la personne de Gabriel. Je pense que David Luiz va servir de transition vers Gabriel qui prend son poste à temps plein. Ouais. Je pense que quand on s'enseigne sur Arsenal, on voit que David Luiz, c'est vraiment un mentor derrière la scène. C'est quelqu'un qui va vraiment parler avec les jeunes, qui va entretenir la bonne ambiance et que ce genre de joueur, c'est extrêmement important, surtout dans un vestiaire qui était vraiment en désarroi total après la défaite en Europa League et le débâcle de la fin de Emery. Donc je pense que dans ce sens-là, il est important, mais j'avoue en tant que fan que le moins il joue, le plus je suis satisfait. Alors oui, c'est le cas, je pense, de beaucoup de supporters des Gunners. Après, certains l'aiment, voire lui trouvent des excuses, mais bon, je trouve que il y a beaucoup mieux à faire et qu'il est sur le déclin, surtout depuis qu'il est revenu en Angleterre. Mais bon, ça c'est un autre débat. Sinon, moi je pense que de toute façon, City va avoir un désavantage de son côté, puisque de nombreuses blessures, Agüero, Jesus, Cancelo, Gundogan, Zinchenko ne seront pas là. Et il y a le cas aussi des Citizens qui sont en sélection portugaise et qui ont côtoyé Ronaldo, qui est positif au Covid. Donc Ruben Dias et Bernardo Silva pour ne pas les citer. Et il y a beaucoup d'incertitudes côté City. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ces nombreuses incertitudes vont forcément peser sur la rencontre? Autant de joueurs de telle qualité qui manquent, c'est toujours un bon signe pour l'équipe adverse, c'est clair. Après, on a aussi nos points d'interrogation de notre côté aussi, avec Tierney qui a été qu'à contact, Xhaka avec Shaqiri en sélection suisse, Oba qui est rentré de sélection blessé, Partey qui risque d'être un peu trop juste tactiquement. Je pense qu'il va y avoir des effectifs un petit peu décimés. Et d'où ça parle aussi de De Bruyne côté City, ouais. Oui, si De Bruyne ne joue pas, clairement, le sourire sera sur nos lèvres lors de l'annonce des compositions. Je pense que Guardiola a un effectif suffisamment garni à sa disposition pour arriver à faire des schémas dangereux et qui sont là pour gagner. On sent quand même qu'il y a tu redoutes un peu cette équipe de City malgré les nombreuses absences qui sont de taille, faut le rappeler. C'est quasiment une équipe de titulaires qu'on vient d'annoncer quasiment absente. Enfin, des joueurs qui sont potentiellement titulaires avec City. Mais on sent quand même une pointe de méfiance envers cette équipe qui pourrait être qui pourrait avoir à disposition un effectif plus complet selon toi qu'Arsenal. Je pense très clairement, ils ont quelques étapes supplémentaires dans leur processus de construction d'équipe. Je pense qu'ils ont des remplaçants de très bonne qualité à chaque poste, ce que nous n'avons pas, et surtout ils ont une polyvalence tactique, des joueurs qui connaissent le système, qui connaissent les autres joueurs. Et je pense qu'on a plus de mal à voir ça du côté d'Arsenal. Mais l'idée, c'est justement que nous, on va dans cette direction-là.
D'accord. Alors, en ce qui concerne Arsenal, on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler puisque cette saison, on n'a pas encore traité de match Arsenal. On a eu l'occasion de traiter un match de City et on a pu parler de leur mercato. Je voulais qu'on parle quelques secondes du mercato d'Arsenal qui a été mouvementé sur la fin. Notamment avec l'arrivée de Thomas Partey en provenance de l'Atlético Madrid pour un transfert qu'on n'avait pas vu depuis longtemps du côté d'Arsenal. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée, toi, du milieu de terrain des Colchonero? Est-ce que tu es content de cette arrivée au milieu de terrain? Très clairement, oui, on avait besoin d'un milieu de terrain, quoi qu'il arrive. On avait besoin d'un joueur avec un profil différent et avec une qualité différente. Et partir de tout ce que j'ai pu voir des statistiques, des matchs que j'ai regardés de l'Atlético correspond parfaitement à ce dont on a besoin. Sa capacité de relancer en partant de la défense, de dribbler dans les petits espaces et d'ouvrir le jeu, de progresser la balle ou de faire des passes progressives. C'est vraiment quelque chose qui nous manque beaucoup. Cette capacité à jouer sous pression adverse et en même temps d'avoir un impact dans le jeu offensif. Je pense que c'est un milieu de terrain très complet et qui va vraiment transformer notre milieu de terrain. Et vraiment. Il prendrait la place de qui, selon toi? Il prendrait la place de qui, selon toi? D'instinct, j'ai envie de dire Xhaka. Je pense qu'il va jouer ce rôle de pierre angulaire du milieu que Xhaka aurait pu avoir. Cependant, il est très similaire à Ceballos quand on regarde les statistiques. C'est deux joueurs qui ont un peu le même rôle. Donc peut-être qu'on aura des associations un petit peu bancales, peut-être qu'on aura des associations un petit peu complémentaires. Ça à voir. Parce que Partey faisait aussi partie d'un milieu de terrain très rodé à l'Atlético Madrid. Et on sait que les milieux de terrain qui sortent de l'Atlético Madrid ont tendance à trouver d'autres dimensions de leur jeu par la suite. Alors, en ce qui concerne les autres arrivées côté Gunners, on a, donc tu as cité tout à l'heure Gabriel, qui pourrait être une solution pour remplacer David Luiz en défense centrale. On a aussi Pablo Mari, qui vient de Flamengo, Runar Alex Runarsson, qui vient de Dijon, Soares, qui vient de Southampton en tant qu'agent libre, Willian est aussi arrivé libre de Chelsea. Et voilà pour le recrutement. Après, c'est des fins de prêt et des montées en groupe pro. Hormis Thomas Partey, qui je pense est pour moi la recrue phare du mercato, si tu avais une recrue à vraiment mettre en avant sur ce mercato-là, ce serait laquelle? Est-ce que déjà tu es content globalement de ce mercato? Je pense que je suis très satisfait du mercato au niveau des arrivées. Mais qu'il y a trop de problèmes au niveau des départs, des problèmes des anciens régimes et des difficultés à faire partir des joueurs qui touchent trop. Donc malheureusement, le mercato n'a pas été aussi accompli qu'on aurait voulu, mais globalement, on a eu les joueurs clés au poste clé. On a un effectif qui aujourd'hui est bien pourvu et qui a beaucoup de qualité dans beaucoup de secteurs. Et je pense que c'est ce qu'on attendait de ce mercato. À noter aussi qu'on a vraiment énormément de jeunes joueurs. On en a recruté d'ailleurs beaucoup pendant ce mercato pour l'académie. Et que je pense que les joueurs qui sont arrivés en fin de contrat, les joueurs un peu plus âgés, vont avoir pour rôle de créer une transition avec de l'expérience, leur expérience du jeu, pour ces jeunes joueurs qui vont arriver et voir lesquels auront la qualité de s'imposer en équipe première. Alors, justement, tu parlais de départ un peu raté côté Arsenal. Donc, le seul départ payant, enfin le transfert sec qui est parti, c'est celui d'Emiliano Martinez à Aston Villa. Sinon, on n'a eu que des prêts. Prêts payants pour Guendouzi et Mavropanos, des prêts pour Torreira et Elief, donc Torreira qui était dans le deal pour Thomas Partey, mais Mkhitaryan qui est parti également libre à la Roma, donc ça fait un salaire en moins de mine de rien. Mais toi, t'aurais voulu exactement qui parte d'Arsenal? Est-ce que tu avais des noms en tête? Est-ce que la communauté Gunners avait vraiment des parias pour la saison à venir ou pas du tout? Ou est-ce qu'il fallait vraiment trier pour trier? Sans discuter de Özil, je pense pas qu'on aura le temps d'aller au fond de la question aujourd'hui. Il y a des joueurs comme Sokratis et Kolasinac, je pense que tout le monde était prêt à admettre que c'était des paris ratés à une époque un peu mauvaise et qu'il serait bien temps de s'en séparer. C'est des joueurs qui sont un peu surplus actuellement. Inutile selon toi cette saison? Tu penses que Arteta s'appuiera pas sur ces joueurs-là? De ce qu'on a pu voir, il va s'appuyer un petit peu sur Kolasinac. Il aime bien le faire entrer en fin de match pour tuer, pour qu'il ramène vraiment de la puissance physique et juste un corps supplémentaire. Mais je pense pas qu'il soit essentiel au système de jeu d'Arteta, de par sa faible capacité de passe, etc. Et Sokratis n'a juste pas du tout joué sous Arteta, donc je pense que lui sera absent totalement de cette saison. Alors, je sais pas, donc je voulais t'en parler, en profiter de cette émission pour en parler avec un supporter d'Arsenal. Le cas Ozil, moi, me perturbe dans le sens où on constate beaucoup d'anomalies dans ce qui se passe. Arsenal veut
vraisemblablement vouloir supprimer le contrat d'Ozil, donc mettre fin au contrat d'Ozil avec Arsenal. Le problème, c'est que quand il a re-signé à Arsenal, il aurait signé une clause très importante dans son contrat qui lui permettrait de toucher un très gros pactole, ce qui freinerait la résiliation de son contrat. Est-ce que tu penses que c'est une faute de la part des dirigeants d'avoir signé ce genre de clause qui d'ailleurs ne serait pas unique au contrat d'Ozil, puisque apparemment des joueurs comme Aubameyang auraient signé des clauses comme celle-ci. Est-ce que c'est pas un peu de l'amateurisme de faire ce genre de clause, surtout sur des joueurs, donc pas forcément Aubameyang, mais sur un joueur comme Ozil qui est un peu quand même sur le déclin sur les dernières années? Les clauses de fidélité, c'est un procédé super courant et on en parle vraiment que quand les joueurs sont mis à la porte. Je pense pas que quiconque pouvait prévoir, quand il a signé son contrat, que ça finirait comme ça. Je me souviens qu'à l'époque, on l'avait célébré comme une nouvelle signature, vraiment. On s'est dit qu'on pouvait pas perdre Sanchez et Özil dans le même mercato, c'était impossible de s'en remettre. Alors, il avait re-signé l'été dernier, c'est ça? Non, il avait signé en janvier 2019, il me semble. Oui, c'est ça, janvier 2019, oui, t'as raison. Et à cette époque-là, c'était nécessaire, c'est pas assez nécessaire à tout le monde, il était encore au top de sa forme et personne ne s'attendait à un déclin de la sorte, effectivement. D'accord. Donc, mais justement, ces primes de fidélité, selon toi, parce que ce genre de cas, comme on le voit, peut arriver. Est-ce que c'est pas plus une plaie qu'autre chose? Parce que là, dans ce cas-là, ça va se retourner contre Arsenal s'ils veulent mettre fin au contrat. Et là, visiblement, je pense qu'Arsenal a les mains liées sur le contrat d'Ozil. Donc, qu'est-ce que, selon toi, Arsenal va faire dans les prochaines semaines, prochains mois concernant l'international allemand? Je pense qu'il n'y aura pas d'autre choix que de l'écarter et d'attendre que son contrat finisse. Encore une fois, je suis pas sûr qu'on puisse penser ça comme une faute parce que personne pouvait s'attendre à cette rupture dans la relation entre Arsenal et Özil. Il était encore adoré, adulé à l'époque où on l'a signé. C'était vraiment un joueur important, c'était un joueur symbole du renouveau d'Arsenal en 2013, avec le moment où on pouvait enfin acheter des grands joueurs de classe mondiale à des clubs comme le Real Madrid. Je pense que la situation est très compliquée, d'autant plus que Özil a une communauté très étendue qui va le défendre plus que le club. Qu'il a vraiment une équipe derrière les réseaux sociaux qui est vraiment extraordinaire. Il fait des coups de maître en permanence. Et que malheureusement, le coup de la mascotte, surtout. C'est ça qui m'a interpellé, moi. Et puis, ce qu'il a fait par rapport à Emery, etc., c'est quand même assez du génie de sa part en soi. C'est juste que c'est dommage de voir ça en tant que fan et de voir un joueur qu'on adore et un club qu'on adore être en tête à tête comme ça. Et le fait que son salaire nous retienne en arrière. Qu'est-ce qui a pu se passer selon toi pour que ce mec-là soit sur le déclin, justement? Il n'y a pas vraiment de source directe. Il y a des gens qui pensent que c'est des conflits internes par rapport à comment Arsenal a été géré, notamment avec Raúl Sanelli à l'époque, qui voulait prolonger Emery, et donc Özil qui serait allé en tête-à-tête avec lui. Il y a aussi la question de son âge, tout simplement. Il y a des joueurs comme ça qui vieillissent mal, il y en a d'autres qui vieillissent bien. Il y a vraiment beaucoup de circonstances qui pourraient être expliquées ce déclin, mais aucune qui est vraiment concrète et qui est vraiment officielle, quoi. C'est ça. D'accord. Juste une mauvaise situation qu'on aimerait voir s'arrêter le plus tôt possible. D'accord, oui, je vois. Alors, pour un peu conclure sur ce match entre City et Arsenal, j'aimerais que tu me donnes un peu ton impression sur ce match, et du moins, un peu plus, on va se projeter un peu plus que sur ce match, on va plus se projeter sur la saison d'Arsenal et aussi un peu sur celle de City. Pour toi, Arsenal, avec ce début de saison-là, est-ce que c'est... Bon, je suppose que tu vas me dire que c'est encourageant, et je trouve aussi que c'est encourageant pour les hommes d'Arteta, mais est-ce que tu penses que Arsenal va tenir le rythme et retrouver la Ligue des Champions, ou alors c'est un peu trop tôt pour le dire? Le top 4, ça va être compliqué au vu des renforts de clubs comme Chelsea, Tottenham, Everton, ce qu'ils semblent avoir fait. Mais ce qu'on peut voir dans le début de saison et même depuis la fin de saison dernière, c'est que Arteta commence à transformer le nombre de matchs nuls qu'on avait en victoires. Même si c'est des victoires difficiles, des victoires de 1 but, ça fait toujours 2 points, voire 3 points de plus. Et on n'est pas passé à tant que ça du top 4 la saison dernière. On change 2-3 résultats et on l'aurait eu. Donc, nous, on est optimistes. Personnellement, je pense que le top 4 est un objectif tout à fait atteignable. Je pense qu'Arteta est un très très bon manager, un des meilleurs managers de la Ligue, et que même si son effectif a des défauts, il arrivera à trouver des moyens de mettre en avant les qualités de l'effectif avant tout. Et en parlant de meilleur manager de la Ligue, on va embrayer sur Pep Guardiola avant de terminer sur les paris. Guardiola, qui est l'un des meilleurs managers de l'ère moderne, très certainement, et un des meilleurs tacticiens.
semble un peu en bout de course à City avec les derniers résultats et surtout au vu de la saison dernière. Même si la deuxième place peut cacher un peu ça peut être un peu l'arbre qui cache la forêt. Et là, le début de saison est un peu significatif justement de cette fin de saison de City qui était un peu à reculons. Est-ce que tu penses que City peut rater le coche cette année et vraiment faire une mauvaise saison? Alors, quand je parle de mauvaise saison, c'est vraiment être largué pour le titre et être décevant dans toutes les compétitions. Est-ce que tu penses que ça peut arriver? Je pense qu'au contraire, les résultats de la saison dernière sont un peu trompeurs. Parce qu'ils ont mieux joué que ce qu'ils ont reçu comme points dans le reste de la saison. Si on regarde les statistiques en expected goal, etc., on voit qu'ils étaient vraiment pas si loin que ça de Liverpool du tout, jusqu'à le moment où c'était presque avéré que Liverpool serait champion et donc ils ont un peu levé le pied de la pédale. Je pense que là, leur début de saison, ça vient surtout d'une mauvaise préparation, des transferts qui sont faits trop tard peut-être. Et bien effectivement d'un effectif qui est à bout de souffle comme je disais tout à l'heure, mais je m'inquiète pas pour eux, je pense qu'ils sont confortablement dans le top 2 et que c'est encore une course au titre alléchante jusqu'à la fin. Très bien, je te remercie Noé. On va passer au pari sportif de ce match entre Manchester City et Arsenal. On va vous donner nos petits conseils pour ce match qui aura lieu, on le rappelle, samedi 17 octobre à 18h30 à Etihad Stadium de Manchester City. Pour ce match, personnellement, je vous conseillerais un Manchester City ou nul, puisque la cote est à 1,14. Donc ça, c'est vraiment pour le safe, si vous voulez vraiment faire passer une cote safe. Sinon, si vous voulez un petit peu jouer sur un résultat en sec, on peut avoir un Manchester City à 1,44. Toi, Noé, en tant que résultat sec, tu mettrais quoi? Ton cœur va parler d'Arsenal, mais tu mettrais quoi sinon? 14-0 pour Arsenal. Ah, 14-0. Ah, j'ai pas la cote malheureusement. Mais non, sérieusement, je prévoirais une victoire 2-1 pour Arsenal. C'est mon optimisme malgré tout. Je pense qu'on peut les avoir au tournant. Ouais. Alors sur la victoire d'Arsenal en sec, on est à 6,35. J'ai pas le score malheureusement, hein. J'ai pas eu l'occasion de voir ce que ça pourrait donner un 2-1 pour Arsenal, mais la cote elle doit pas être trop mal. Si tu avais un buteur à donner pour cette rencontre, ça serait qui? N'importe quel côté. Aubameyang. Aubameyang, oui, je vous le conseille aussi. C'est une cote à 2,75. Il fait un bon début de saison, le Gabonais. Bon, après, avec des réserves, puisqu'on ne sait pas s'il sera de retour pour le match, puisque tu nous l'as dit tout à l'heure, il est revenu blessé de sélection. Mais bon, ça semble pas être trop méchant non plus. Il s'est entraîné, donc je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire, très bien. Écoute, on espère pour Arsenal qui sera de retour. Sinon, si j'avais un buteur à donner côté Citizen, donc avec les absences annoncées, on peut parier sur un petit Raheem Sterling qui est à 2,08. Voilà, ça mange pas de pain. C'est aussi un joueur qui peut se réveiller et qui peut réveiller son équipe en ce début de saison un peu compliqué pour les Citizens. Voilà, écoutez, merci à vous de nous avoir écoutés sur ce podcast pour cette rencontre entre City et Arsenal. Merci à toi, Noé, de nous avoir rejoints pour cet épisode. Merci à vous, c'est un plaisir. Et merci d'être venu et on te réinvitera cette saison sans aucun souci, toi ou un autre membre d'Arsenal France, vous êtes les bienvenus chez nous. En tout cas, n'hésitez pas à partager cet épisode et à nous suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus de continuer à nous donner de la force. On va continuer à vous inonder d'affiches et de podcasts en tout genre. Merci encore à vous. Salut à tous.